Bonjour à toutes et à tous. J'essaye de rentrer dans le champ. Donc, je suis Julien Arnaud. Je m'occupe du développement des formations chez Énergie Partagée. Je vous présente mon collègue et néanmoins ami Jean-Éric Parizeau, donc qui est juriste doctorant pour Énergie Partagée et Enercop. Donc, on va lancer ce webinaire sur les structures juridiques pour les projets de territoire, avec aussi l'intervention de Jean Huet, qui est délégué SIC à la CGSCOP, qui présentera, donc d'abord Jean-Éric va présenter plutôt un focus sur les SAS et Jean Huet donc, fera lui un focus sur les SIC. Et donc, je vais lancer tout de suite le support, laisser Jean-Éric un peu se présenter peut-être et présenter son propos. Et je vais lancer donc son support. Bonjour à tous. Merci d'être présents, d'être si nombreux présents à cette formation et donc bienvenue. Merci également à Jean Huet qui, comme le disait Julien à l'instant, va faire cette présentation avec moi. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment ça va se dérouler. Donc, pour cette formation, quelle structure juridique, pour quel financement pour les projets locaux, on a choisi de faire un focus sur la forme de société coopérative que sont les SIC et sur la forme de société commerciale que sont les SAS. Alors, un petit peu d'explication de texte sur ce choix. Alors, vous allez me dire, les SIC sont également des SS, effectivement, mais on a quand même voulu faire une distinction pour justement appuyer sur le fait qu'on pouvait soit euh, partir sur structurer son projet en utilisant un véhicule juridique qui soit purement commercial, une société purement commerciale, soit utiliser une forme qui soit un petit peu plus officiellement coopérative, on va dire, en utilisant le statut de la SIC. Alors, bien évidemment, une SIC a un statut propre, mais le législateur a choisi de lui imposer le code de commerce. Donc, c'est pour ça qu'on a des SIC qui vont répondre au régime juridique de la SAS, de la SA ou de la SARL. Mais ça, je laisserai pour le coup Jean l'expliquer tout à l'heure. Et on peut également choisir une forme purement commerciale sans utiliser le statut de la SIC, c'est-à-dire une SARL, une SA ou une SAS. Alors, SARL, Société à responsabilité limitée, SA, Société anonyme, SAS, Société par action simplifiée. Pour le présent propos, on va se contenter de parler de la SAS, qui est la forme la plus pertinente finalement pour porter un projet d'énergie renouvelable. De même pour la SIC, on va se contenter sur les SIC type SAS. Alors peut-être que Jean parlera un petit peu des autres formes, mais voilà, dans l'absolu, on va se contenter de la société par action simplifiée. Alors, la société par action simplifiée. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié je vous ai dit que j'allais vous présenter un petit peu comment ça allait se dérouler. Donc, je le fais maintenant. Je vais commencer par présenter les SAS. Ensuite, Jean présentera les spécificités du statut SIC. Ensuite, ensemble, on prendra un temps pour faire un petit peu une comparaison du statut de SIC SAS et du statut de SAS pur en reprenant un petit peu différents points, tout ça sur la philosophie, sur le capital, sur la gouvernance. Et puis après, il y aura une heure de questions-réponses. Alors en fait, plus précisément, donc une demi-heure à peu près sur les SAS, à peu près une demi-heure aussi sur les SIC, et après une demi-heure plutôt de questions-réponses, sachant que vous pouvez tout de suite poser vos questions. Moi, je les note et je les relais à nos deux interlocuteurs. Si c'est plutôt sur les SAS, donc ce sera plutôt vers Jean-Éric. Si c'est plutôt sur les SIC, ce sera plutôt vers Jean. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion que vous avez sur la gauche, sur la droite, pardon. Donc avec la possibilité d'écrire directement vos questions.
Ok. Alors, je vais commencer par présenter rapidement la SAS. Alors, vous là, sur le plan que vous pouvez voir, vous constaterez que j'ai repris vraiment les informations de base qu'on trouve assez rapidement et puis assez facilement. Et ce que je vous propose, c'est de structurer vos questions autour de ces grands thèmes-là. Donc, je vais les présenter rapidement et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez essayer de les rattacher à ces différents thèmes que sont la Constitution, la vie sociale de la SAS, sa dissolution, et puis si vous avez des remarques sur la conclusion que je propose. Alors rapidement sur l'introduction, je voulais faire un petit focus pour rappeler ce qu'est la SAS. Alors à l'origine, la SAS, c'est une société qui a été créée à la demande des grands groupes, des grandes entreprises françaises qui avaient besoin d'une forme de société qui soit beaucoup plus souple que la société anonyme. Alors beaucoup plus souple, pourquoi? Parce que l'idée c'était justement de créer des holdings pour faire justement ce qu'on appelle des rapprochements et avoir une gouvernance et une gestion du capital assez souple. Le législateur dès 94 a entendu leur demande et a donc créé la SAS qui au fil des années jusqu'à encore aujourd'hui n'a cessé d'évoluer pour devenir de plus en plus attirante. Alors, effectivement, de quelque chose qui à la base était créé pour créer des rapprochements, pour faciliter les rapprochements entre entreprises, on a finalement eu une forme sociale, un véhicule juridique qui a été beaucoup utilisé, euh, car dans la société par action simplifiée, si vous voulez, on a cette dimension contractuelle. Alors, dimension contractuelle, euh, si vous voulez, en droit, il y a cette notion qui est de dire que par le fait que ce soit contractuel, on va avoir beaucoup plus de liberté puisque les textes qui régissent la SAS, on va le voir, donc c'est la diapositive suivante, sont les textes de la société anonyme auquel le législateur en a enlevé un certain, c'est-à-dire que un certain nombre, pardon. On prend les textes du Code du commerce qui régissent la société anonyme et on en enlève une grosse partie. Donc je vous laisse lire le texte exact du 227-1 du Code de commerce. Et tout ce qui n'est pas régi finalement par le code, et je le dis de façon simpliste, hein, mais tout ce qui n'est pas régi finalement par le code, c'est au statut de le régir, de le prévoir. D'où l'importance particulière qu'il faut prêter à la rédaction des statuts. Aussi, autre chose qui est intéressante et importante à noter, c'est que dans le cadre des SAS, on parle plus aisément, plus facilement d'associer. D'ailleurs, dans la loi de 94, le législateur a choisi de parler d'associés plutôt que d'actionnaires. Alors effectivement, on a par la suite, et puis dans les nombreuses, dans les réformes qu'il y a eu sur ces dernières années, le législateur parle également d'actionnaires. Mais si vous voulez, cette notion d'associé, témoigne vraiment de cette notion de contrat et de liberté contractuelle et de grande souplesse de la société par action simplifiée. Sur la constitution de la SAS, donc on va reprendre un petit peu les conditions de fond et les conditions de forme. Comme vous le voyez, il y en a assez peu. Pour constituer donc une SAS, on n'a pas obligatoirement de statut de commerçant. Pas de nombre minimum d'actionnaires, pas non plus de nombre minimum. Pas de capital social minimum est obligatoire, aucune exigence de ce côté-là. Il y a la possibilité de faire des apports en numéraire ou des apports en industrie, ce qui n'est pas forcément possible dans notre forme de véhicule juridique. Donc, si vous voulez, on a une grande liberté au moment de la constitution pour constituer son projet, sa société, en fonction de ses objectifs, en fonction du projet qu'on porte et puis en fonction des fonds qu'on peut lever. Sur les conditions de forme, diapositive suivante, pas non plus d'exigences particulières, mis à part l'obligation
d'avoir des statuts et d'enregistrer justement ces statuts. La responsabilité des actionnaires est limitée, mais ça maintenant c'est relativement classique également. C'est ce qu'on retrouve pour la plupart des sociétés, à savoir une responsabilité des actionnaires, des associés, limitée au montant de leurs apports. Sur la vie sociale de la SAS, alors là encore, hein, je le redis très rapidement parce que si l'idée c'est de faire une présentation un petit peu rapide de la SAS. Sur la vie sociale, il n'y a pas non plus énormément d'exigences. La seule exigence, c'est d'avoir un président. Pour le reste, on a une totale liberté. Alors, comme on se base sur le régime juridique de la SA, en général, on essaie de calquer les organes de la société anonyme dans la SAS. C'est ainsi qu'on peut retrouver, alors, soit un président avec un directeur général ou même un directeur général délégué, ou alors une autre institution qui serait un petit peu l'équivalent du conseil d'administration ou un comité de surveillance, de pilotage, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc sur les organes, ce qui est important, ce qui est obligatoire, c'est un président. Après, pour le reste, grande liberté. L'important, encore une fois, c'est de savoir un petit peu ce qu'on veut faire avec cette société, avec ce véhicule juridique, quels sont nos objectifs en termes de gouvernance et, euh, et après, on a une grande liberté, une totale liberté. Donc, encore une fois, d'où l'importance d'une bonne rédaction des statuts. Quelques obligations également sur le commissaire aux comptes. Alors, pour les SAS, c'est assez souple parce que si on est en deçà d'un certain nombre de seuils, alors des seuils qui correspondent au chiffre d'affaires, on n'est pas obligé d'avoir recours à un commissaire aux comptes. Et quand bien même on serait obligé d'avoir recours à un commissaire aux comptes, on n'est pas obligé d'avoir un commissaire aux comptes suppléant si jamais le commissaire aux comptes est une personne morale. Donc la durée d'exercice du commissaire aux comptes, si jamais on en a un, c'est de 6 exercices. Et comme vous le voyez, sa mission, c'est uniquement de certifier les comptes. Mais ça, encore une fois, c'est assez classique. Pour ce qui est de l'actionnariat des SAS, alors là, je vous ai mis assez, euh, assez dans les grandes lignes, hein, assez succinctement les conditions principales euh, de l'actionnariat. Donc, en contrepartie de leurs apports, les actionnaires reçoivent des actions très facilement qui peuvent être vendues librement, sauf si on indique le contraire dans les statuts. Chaque action confère un droit de vote, possibilité d'avoir un droit de vote multiple. On peut bien sûr faire en sorte que sa société ait un fonctionnement, je dis entre guillemets, coopératif pour ça dépend de ce qu'on veut. Si jamais on peut par exemple faire une pondération en fonction du nombre d'actions, c'est-à-dire qu'une action égale une voix, soit on peut décider que une action, une voix, pardon, correspond à une personne, soit on peut faire cette possibilité de vote multiple et considérer que, par exemple, une action de citoyen confère un droit de vote plus important qu'une action d'un autre acteur, par exemple. Sur les assemblées d'actionnaires, la loi a imposé que certaines décisions soient prises par les associés, parce que l'idée, c'était justement de faire en sorte que la souplesse de la SAS ne soit pas complètement dévoyée, et donc faire en sorte que les associés aient quand même voix au chapitre dans la gouvernance de la société. Mais là encore, c'est assez limité, et il suffit de se référer au code de commerce, c'est très simple. Tout de suite, deux questions, Jean-Éric, que je voudrais relayer tout de suite parce qu'elles concernent vraiment plus les SAS pour le coup. On a une question de Eric de Cowatt, donc il demande sur les commissaires aux comptes s'ils sont obligatoires si une personne morale est actionnaire, asso ou collectivité. Et Claude qui demande comment on peut faire moduler le droit de vote par catégorie d'action.
Je vais commencer par la question de Claude sur les droits de vote par catégorie d'action. En fait, il suffit de l'indiquer dans les statuts, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie qui est consacrée à la gouvernance dans les statuts de la SAS, et à partir de là, on va choisir la manière dont on répartit justement ces droits de vote. Donc, si jamais on a choisi de d'avoir des collèges dans, dans sa société ou alors des catégories d'action, on va l'indiquer très clairement, catégorie A, catégorie B, et en face de chaque catégorie, ben, on va indiquer les droits de vote qui sont attachés à cette catégorie. Donc tout ça, ça se gère dans les statuts. D'accord. Est-ce que je réponds à la question? Alors, on va laisser Claude réagir par rapport à la réponse à la question ou pas. Qui embraye sur le même sujet, sur les droits de vote. Est-ce qu'il existe donc des droits de vote multiples, des droits de vote doubles, par exemple? Voilà, alors les droits de vote doubles, bien sûr qu'ils existent. On peut même, alors on dit multiple parce qu'on peut aller au-delà de deux. Dans la société anonyme, justement, c'est limité à deux. Dans la SAS, justement, c'est ce qui en fait son intérêt et qui fait qu'il y a beaucoup plus de souplesse, c'est qu'on peut en mettre un petit peu plus. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'être maître de son projet et de faire en fonction des actionnaires qu'on pense avoir dans sa société. Si jamais on veut garder une maîtrise mettons, il y a des citoyens qui sont actionnaires de cette société. Si on veut que les citoyens gardent cette maîtrise de la société, on peut leur octroyer un droit de vote double ou triple ou quadruple. D'accord. Il y avait une question de Cécile sur la souplesse des SAS par rapport au SIC. Là, je propose qu'on attende la fin de la présentation de Jean Huet, Ouais. hein, pour que vous ayez peut-être un petit débat entre Jean et toi, ou que bah, Cécile puisse se faire une idée peut-être par elle-même pour répondre à cette question. Mais donc, n'hésitez pas à relayer encore vos questions, hein, sur le fil. Moi, je vais les relayer bien sûr aux interlocuteurs, mais je te laisse bah, poursuivre Ok. ton propos. Ok. Alors, bah, du coup, je termine sur la dissolution. Bah, les causes de dissolution, finalement, elles sont classiques. L'extinction de la société, la fin de l'objet social ou même la volonté des actionnaires. Il y a une cause spécifique si jamais vraiment le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital social. Mais ça, en général, on peut, euh, on peut passer au-delà de cette contrainte en prévoyant de faire une société à capital variable, et à savoir que la dissolution d'une SAS est toujours suivie d'une liquidation. Peut-être une petite conclusion du coup. Alors juste avant, il y avait une demande de précision là chez Isaac Watt, de savoir si donc le pouvoir d'une SAS peut être bien dissocié en fait je pense que s'il y a une faute de frappe là de l'envoi, je pense qu'il doit y avoir une faute de frappe, enfin, de la possession du De capital. la possession du capital, effectivement, complètement. On peut vraiment, l'idée de la SAS est vraiment très maniable. Donc du coup, effectivement, on peut, si jamais on prévoit qu'il va y avoir de gros actionnaires derrière ou des actionnaires qui auront plus de capacité que les actionnaires fondateurs, par exemple, on peut effectivement prévoir de dissocier justement le capital de la gouvernance. C'est vraiment un de ses intérêts premiers et un autre atout en faveur de la souplesse de la SAS. Alors il y a Romain T qui a peur de poser une question bête, hein. Je dis toujours que les Ouais. questions bêtes, c'est celles qu'on pose pas. Donc il demande, bon, alors là c'est vraiment une explication je pense, très simple à donner, hein, entre le capital propre et le capital social. Et c'est quoi la différence? Alors, c'est pas du tout une question bête. Capital propre, capital social. Alors, capital social, tout simplement, je vais partir du plus large. Capital social, c'est le capital de la société, c'est-à-dire ce qui est écrit facialement dans les statuts de votre société. Et quand vous allez enregistrer, c'est-à-dire que les tiers, les personnes tiers à la société, elles vont voir société Intel au capital de temps. Donc ça, c'est le capital social. Et c'est ce sur quoi, c'est l'information la plus vraie, c'est l'information, enfin pas la plus vraie, c'est l'information sur laquelle
se basent tous vos créanciers. C'est-à-dire, demain, vous avez des créanciers, on sait que le capital de cette société, il est de temps. C'est tout, c'est une valeur indicative et c'est, on va dire, figé. Alors après, on peut faire évoluer le capital social. Si jamais le capital social, il évolue, et ben forcément, on doit modifier les statuts si jamais on n'a pas prévu de faire une société à capital variable. Mais le capital social, en fait, c'est une photo du trésor de guerre, on va dire, de la société. Capital propre, en fait, les capitaux propres, ce sont on va pas parler on va pas utiliser les mêmes termes dans les mêmes conditions. Si vous voulez, le capital social, c'est plus lié à la société. Les capitaux propres, ça va être dans le cadre d'un projet. On va dire, voilà, moi j'ai mon capital, j'ai mes capitaux propres, c'est ce que je possède. Maintenant, j'ai besoin d'avoir recours à de l'endettement, et c'est par rapport à l'endettement qu'on définit le capital propre, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai été assez clair ou pas? Alors, Pas trop. non, Je reprends. je pense que, ouais, je pense qu'il faudrait que tu synthétises un Je... peu mieux la différence. Il Quelles n'y a sont, pas par exemple, vraiment je décompose la question. Quelles sont les valeurs qu'il y a dans le capital social qui ne sont pas présentes dans le capital propre? Est-ce que, aucune. Si on veut, si on parle du capital social d'une société, moi en tant que société, demain je vais voir mon banquier, ouais, il va me demander quels sont vos capitaux propres, ça correspondra à mon capital social. d'accord. Voilà. C'est juste donc un terme différent, Voilà, c'est finalement. un terme différent et qui peut être utilisé dans les mêmes conditions. D'accord. Alors, je regardais encore avant d'attaquer ta conclusion. Tac, 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 tac. Bah, je te propose de continuer ta conclusion. Moi, je vais lire le fil et puis je reviens Ouais. vers toi. Ok. C'est justement ce qu'on disait à l'instant sur la dissociation, pardon, du pouvoir de direction de la détention du capital. C'est la question à laquelle on a répondu tout à l'heure, et c'est justement un des intérêts principaux de la SAS. Alors pour cela, il y a des outils qu'il faut un petit peu manier, donc l'émission d'actions à droit de vote plural, pardon. Il y a la question des catégories d'actions et des collèges. La possibilité aussi plus simple sans partir dans une architecture avec plusieurs collèges, plusieurs catégories. Il y a tout simplement la possibilité d'instaurer des règles de majorité renforcées pour certaines décisions qu'on va juger importantes, et puis d'autres qu'on va considérer qu'elles peuvent simplement relever de la majorité simple, et la possibilité d'instaurer aussi des clauses, des clauses de statut d'irrévocabilité. En gros, par exemple, la fonction de président ou une autre fonction de directeur général, on peut y instaurer une clause d'irrévocabilité afin de s'assurer du contrôle de la direction de la société. Alors, il y a une remarque de Sophie Picard d'Enercop PACA qui fait remarquer enfin, qu'elle croit que le fait d'avoir un capital variable ne permet pas de s'affranchir de la contrainte suivante: le montant du capital social ne doit jamais être inférieur à la moitié du capital social. En fait, non. Quand on est à capital variable, on va avoir un plancher et un plafond qu'on doit absolument pas dépasser. On peut pas aller en deçà, pardon, du plancher, on peut pas aller au-delà du plafond. Et si jamais on le fait, on est obligé de faire une modification des statuts. D'accord, voilà pour la remarque. Mais alors, du coup, est-ce que ça revient à dire que le capital social et le capital propre sont les mêmes? C'est pas une contradiction là. Non, en fait, capitaux propres, ça va être ce qu'on a en réel quand on veut faire un projet. Sur le capital social, c'est la valeur qui va être affichée D'accord. sur nos statuts. Très bien, très bien. Alors, on nous demande de parler un peu plus fort aussi, donc D'accord. attention à ça. Alors, la suite donc de la conclusion donc sur le contrôle et la stabilité du capital. Et donc, la suite, alors effectivement, la SAS, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet d'avoir plus de contrôle, enfin un contrôle et une vraie stabilité du capital dans la mesure où on peut y instaurer un certain nombre de clauses, donc la clause d'inaliénabilité, pardon, des actions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre ses actions pendant un certain temps. Alors attention, les clauses d'inaliénabilité, elles sont limitées à 10 ans. On peut également avoir des clauses d'agrément pour la cession des actions. C'est-à-dire que si un associé veut vendre ses actions, il est obligé d'obtenir l'agrément des autres associés. Si jamais il n'obtient pas l'agrément des autres associés,
c'est la société qui rachète ses actions et si jamais elle les a pas revendues elle-même dans un certain délai de 6 mois de mémoire, elle est obligée de les annuler. Il y a également la possibilité d'avoir des clauses d'exclusion d'un associé, des clauses de préemption, des clauses de veto sur certaines décisions. Donc voilà, tout un arsenal de clauses qu'on peut instaurer assez librement, puisque le droit n'encadre pas, en tout cas le législateur n'encadre pas ces conditions. Alors justement, j'en profite pour relayer une question de Claude. Existe-t-il des statuts types applicables aux projets citoyens? Alors j'en profite d'ailleurs pour dire quelque chose, c'est que bien sûr en 1 heure et demie, impossible de faire le tour de la question. On organise donc 4 sessions de formation d'une journée un peu partout en France avec les réseaux régionaux, Taranis, Sirena, CPDL et bien sûr énergie partagée à Paris. Donc pour justement se pencher plus précisément sur aller plus en profondeur sur les SAS, les SIC et même pourquoi pas évoquer les SEM, hein, qui sont le troisième véhicule juridique, et se pencher plus précisément sur la rédaction des statuts, parce que comme tu le disais tout à l'heure en guise d'introduction, la SAS, elle est souple, mais en fait, elle ne vaut que tout est dans les statuts. Donc, existe-t-il des statuts types applicables au projet citoyen? Alors des statuts types applicables spécifiquement au projet citoyen, alors oui, parce que dans la pratique, il y en a, et effectivement, il y en a qui tournent assez facilement. Après, des statuts types officiels, non. Mais oui, il y a déjà des exemples. Il y a plusieurs projets portés par des SAS de type coopératif, de type Voilà, citoyen. c'est-à-dire qu'il y a du retour d'expérience. On sait que, voilà. En revanche, l'avantage, si j'ai bien compris ton propos, c'est qu'à chaque projet citoyen et à chaque volonté de mener son projet citoyen correspond finalement des statuts à écrire, à définir entre associés, entre acteurs qui vont jouer un rôle dans ce projet. Voilà, complètement. S'il faut vraiment bien retenir, c'est que la SAS, ça doit être, c'est du sur-mesure. C'est en fonction de son projet, en fonction de ses objectifs, en fonction de la rentabilité du projet qu'on souhaite porter, en fonction des actionnaires qu'on a et qu'on pense qu'on va avoir. C'est vraiment quelque chose, il faut vraiment prendre le temps de les rédiger ces statuts, de bien les approprier, même si on part d'un modèle type. Il faut vraiment prendre le temps de bien s'y approprier, de connaître les différents moyens. C'est pour ça que là, je vous ai mis rapidement un petit peu les clauses qu'on peut insérer dans des statuts pour en faire quelque chose qui soit, même si ce sera jamais parfait, il peut toujours y avoir un petit peu de contentieux, mais l'idée, c'est vraiment d'en faire quelque chose, un outil qui corresponde parfaitement et sur mesure au projet qu'on envisage de porter. Alors, il y a encore 2 minutes hein, plus précisément sur les SAS. Donc, je relais encore des questions sur plus précises sur les SAS. Quelle différence fait-on entre le retrait et le rachat des actions par la SAS? Question de Eric Cowat. Alors, le retrait de quoi? D'un associé Alors, est-ce que Eric peut préciser? Oui, le retrait d'un associé et le rachat des actions par la SAS. Alors, le retrait d'un associé, l'associé peut décider de se retirer. Alors, il y a plusieurs conditions. Si jamais l'associé peut décider se retire, il peut décider Alors, la société peut lui racheter ses actions, les autres actionnaires peuvent lui racheter ses actions, ou alors ils peuvent considérer qu'ils peuvent lui donner son agrément pour faire rentrer un nouvel actionnaire à sa place. Donc ça, c'est le retrait. Après, sur le rachat en lui-même, en fait, si vous voulez, le rachat des actions par la société, c'est juste une modalité du retrait, hein. Alors, la question de Laurent sur le niveau de capital, je la garde pour après, d'accord? Parce que là, j'avais une question idéale pour faire la transition avec le propos de Jean Huet. C'est une question d'Hervé. Les SIC SAS existent-elles? Bien sûr, Ça bien tombe sûr, les bien, hein. SIC SAS existent. En fait, SIC, c'est un statut. Après, une fois qu'on a ce statut de SIC, il faut lui appliquer les règles des sociétés commerciales. Et pour ces règles des sociétés commerciales, soit on choisit le régime juridique de la SAS, donc qui est celui que je viens de décrire, soit on utilise le régime juridique des SARL, soit le régime juridique des SA. Donc c'est pour ça qu'on a des SIC SARL, SIC SAS et SIC SA.
Léa, donc j'invite Jean, je vois que tu as activé ton micro et je crois qu'il est même temps d'activer ta webcam. Bonjour Jean, Bonjour, merci beaucoup d'être avec avec nous. plaisir. Veille à parler bien fort dans ton micro, hein, qu'on Oui, t'entende bien. je vais faire de mon Et mieux. voilà, avec la question de l'Hervouette, existe-t-il des SIC SAS? Je pense qu'on a une bonne introduction à ton propos. Et donc on revient après pour répondre de concert aux Ouais. différentes questions. À C'est toi. très bien parce que c'est vrai que l'introduction là sur le statut SAS est très claire et ça réévoque ce qui est affiché actuellement, que la SIC, comme ça a été évoqué, est bien une société coopérative, mais commerciale. Donc, dans le cadre du Code du commerce et des sociétés, la société coopérative d'intérêt collectif s'inscrit dans ce cadre. Et donc, on respecte, on va le voir au fur et à mesure, certains cadres, certains aspects, et en particulier la gouvernance générale et la structuration générale des sociétés commerciales, que ce soit donc une SARL, une ESA ou une SAS, mais qu'il y a quand même effectivement des modifications propres apportées par la loi de 2001 qui a donc introduit le statut SIC. Comme c'est indiqué dans la présentation, donc vous avez le Code du commerce dans lequel s'inscrit cette loi du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives, qui a été modifiée donc par la loi de 2001 sur les SIC et qui a elle-même vécu ensuite quelques modifications. Et alors la question de la SAS se pose bien puisque en fait au démarrage les SIC ne pouvaient être que des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes. Et le statut de SIC SAS, la possibilité d'être SIC sous forme société par action simplifiée, n'a été possible qu'à partir du 31 juillet 2014 concernant la loi donc, sur l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un élément effectivement récent qui a modifié le statut SIC d'origine. Notons aussi que la loi de 2014 a modifié d'autres aspects concernant, on le verra, le sociétariat, le type de sociétariat et la place des collectivités au sein des SIC. Donc ça, c'est pour que vous ayez cette architecture et qui peut vous permettre finalement de comprendre ce qui a été largement évoqué avant concernant la SAS, c'est que quand on cherche à comprendre le statut SIC, il faut avoir deux éléments en tête. C'est d'un côté le droit commercial, puisque la SIC est une société commerciale, et de l'autre, le droit coopératif. Le schéma qui vous est présenté là évoque deux dimensions. D'un côté, on a bien donc les règles qui sont liées au droit commun des sociétés commerciales, fonctionnant par action, une action égale une voix, et la libre distribution des excédents. La SIC ne reprend pas ces éléments-là et modifie ces aspects. Dans une SIC, on ne parle plus d'action avec une valeur mobilière, donc qui peut évoluer en fonction de l'activité, du niveau d'activité de la structure, de sa valeur. On va parler de part sociale, c'est-à-dire une part qui a une valeur nominale, qui n'est pas mobilière, et qui est donc fixée dans les statuts au démarrage de la société et qui est la même pour tous. De la même manière, dans la SIC, société coopérative, on ne régit plus le fonctionnement et la prise de décision en assemblée générale des associés selon le principe une action égale une voix, comme c'est le cas dans les sociétés commerciales classiques, sauf dérogation, comme ça a été évoqué, pour les SAS. Dans le cadre des SIC, quelle que soit la forme juridique, SA, SARL ou SAS, c'est bien le principe une personne égale une voix qui s'applique. Autre aspect modifié par les SIC, nous le verrons plus en détail, c'est la limitation de distribution d'excédents lorsque des excédents sont réalisés par la structure en fin d'exercice. Et puis deux éléments se rajoutent à la SIC et se rajoutent à la société commerciale classique. C'est l'obligation d'une révision coopérative tous les 5 ans, révision opérée par un tiers extérieur, donc des personnes physiques ou des personnes morales agréé par l'État et qui fait donc un contrôle de la SIC sur le respect en fait des éléments contenus dans la loi concernant les SIC, donc le respect des règles coopératives.
Je précise, puisque ça a été évoqué, la notion de valeur mobilière, ça veut dire donc une action, valeur mobilière. Elle peut donc, dans une société, valoir donc une action qui vaudrait 10 euros, par exemple, au démarrage de la société. Et puis la société se développe, existe fortement, et donc sa valeur générale est réestimée, et donc à une valeur supérieure. Et donc là, l'action, valeur mobilière, pourrait évoluer en fonction justement de la nouvelle valeur de l'entreprise. Ça, c'est possible dans le cas des sociétés commerciales classiques, le droit commun. Ce qui n'est pas le cas, comme je le disais, pour les parts sociales dans une SIC. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne m'entendrez jamais parler d'actionnaire dans une SIC, mais vous m'entendrez toujours parler de sociétaire ou d'associé, puisqu'il n'y a pas d'action dans les SIC. Et puis, on va le voir juste après, le principe fondamental de la SIC, et pour comprendre la SIC, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le multisociétariat. C'est donc l'association de 3 types d'associés différents. Et c'est ce qui va en fait faire sa particularité fondamentale, et même l'utilisation et sa pertinence pour utiliser ce statut. Donc vous voyez, il y a des règles propres aux sociétés commerciales qui sont modifiées par la loi de 1947 sur les coopératives et par les spécificités liées au statut SIC. Et puis il y a par contre un trop commun qui reste, comme toute société, la question du capital. Bien entendu, les SIC ont un capital social par contre variable. Ça veut dire qu'il peut évoluer en fonction, donc, au fil du temps de la coopérative, monter ou descendre. Jamais descendre par contre en dessous d'un seuil, d'un plancher, c'est-à-dire le quart de ce qu'il aurait atteint au maximum au fil de sa vie, mais donc un capital variable, puisqu'il répond à un principe simple de la coopération, la liberté d'entrer au capital d'une coopérative, mais aussi la liberté d'en sortir à tout moment. Et puis autre aspect, comme toute société, inscription au registre du commerce, paiement d'impôts commerciaux, et bien entendu la production d'un bien ou d'un service. Ça, des éléments classiques qui ont largement été évoqués également avant. Alors arrêtons-nous un petit peu sur ce schéma et sur cette représentation graphique du multisociétariat des SIC, puisque finalement, quand vous avez un projet de production d'énergie, quel que soit donc son périmètre, son territoire, son envergure, la question principale qui peut amener à se poser la question de choisir ou pas le statut SIC, et on verra après sous quelle forme, de SIC SARL, SIC SA ou SIC SAS, la question fondamentale va résider ici, c'est-à-dire sur le profil, le périmètre des associés qui demain s'impliqueraient et se verraient intégrés au sein de la coopérative. En effet, la loi sur les SIC précise que pour constituer une SIC, il faut au moins 3 types d'associés. Et il y a un minimum d'associés à avoir. Au minimum 3 types d'associés. Un, des salariés, ou en leur absence, donc en l'absence de salariés, de personnes avec un contrat de travail dans la SIC, les producteurs du bien ou du service vendus par la SIC. On pourra repréciser ce point si vous voulez en fin de présentation générale. Donc des salariés, mais en face des bénéficiaires de l'activité de la dite SIC. Et pour compléter et cristalliser réellement cette dimension d'intérêt collectif, un troisième type d'associés que la loi sur les SIC ne précise pas plus, elle laisse entendre cette notion d'autre, et qui doit naturellement ne pas avoir le même lien, ne pas avoir ce lien de salarié, de bénéficiaire. Donc si on résume, la SIC, choisir la SIC, c'est parce qu'on a une activité économique, on a un projet économique qui nécessite donc de constituer un capital, de mettre en commun des moyens et de cristalliser ce lien entre donc, les associés et le projet économique. Et puis que pour réaliser et mettre à bien ce projet économique, on part du principe qu'on a besoin nécessairement d'une diversité d'associés, donc d'une diversité d'acteurs impliqués dans ce projet, et que cette diversité-là répond bien au minimum requis pour monter une SIC, c'est-à-dire donc la présence des salariés ou producteurs, la présence des bénéficiaires et la présence d'un tiers associé. C'est vraiment l'élément fondamental qu'il faut avoir en tête pour comprendre la SIC. Alors, qui sont les producteurs dans la SIC, évoquée depuis donc, la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire? Et bien, finalement, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé ou de droit public potentiellement, qui donc participe à la production du bien ou du service vendu par la SIC.
Je prends un exemple. L'idée au départ, c'était souhaiter, entre autres, cette ouverture à la notion de producteur pour les magasins de producteurs, d'agriculteurs. Donc, pour ces magasins qui n'auraient pas forcément, en tout cas au démarrage, des salariés pour gérer le magasin, que les producteurs, donc les agriculteurs qui vendent et qui amènent leurs produits dans cette SIC magasin, soient reconnus comme les producteurs du bien ou du service vendu par la SIC. On comprend bien naturellement qu'on repart du service de la SIC. La SIC est un magasin de produits agricoles qui est le producteur de ces produits agricoles, les agriculteurs. On avait également pensé à ça à l'origine pour les médecins libéraux dans les maisons de santé, puisque c'est une question qu'on avait régulièrement. Aujourd'hui, dans les coopératives de production d'énergie qui ont choisi d'être donc sous forme de SIC, le producteur, c'est pas le panneau solaire. Donc de fait, le producteur va être la personne physique ou morale qui va s'occuper de l'entretien, par exemple des panneaux solaires ou d'autres cas quand c'est un autre outil pour la production d'énergie, ou qui va aussi gérer les aspects administratifs de la structure, puisqu'il n'y a pas forcément potentiellement des salariés à la structure. J'espère que ça a été clair sur cette notion de producteur dans la SIC. On pourrait revenir, si vous voulez, dans le débat. L'essentiel, est vraiment ici, ce schéma est essentiel à comprendre. On ne monte pas une SIC si, on n'a pas une diversité d'associés. Ça ne sert à rien de monter une SIC, il faut choisir plutôt un autre statut. Et deux, quand on a cette diversité d'associés, bien formuler le plus clairement possible qu'est-ce que ça apporte de plus au projet économique et au projet territorial d'impliquer tous ces acteurs dans la gouvernance de la coopérative. Donc je le disais, profil d'associés particuliers, et puis élément notable et particulier qui était en 2001 un élément inédit, c'est l'implication de collectivités publiques au capital de SIC. SIC SARL, SIC SA ou SIC SAS. Peu importe la forme juridique derrière, c'était la SIC qui était concernée. Donc les collectivités territoriales peuvent participer au capital des SIC, donc les villes, départements, régions, les établissements publics territoriaux, toutes structures territoriales, peuvent participer au capital des SIC à condition de ne pas détenir, que toutes ces collectivités ne détiennent pas plus de 50% du capital total de la SIC. Bien entendu, cette entrée au capital des collectivités doit être justifiée, et justifiée en particulier par le lien entre les compétences de la collectivité et l'objet social de la dite SIC. Bien entendu, ça se fera aussi sur un périmètre lié à la collectivité. Donc, cette place des collectivités est possible. Elle amène ensuite à des règles de prudence, mais qu'on pourrait retrouver des fois dans le même cas si en lieu et place de la SIC il y avait une SEM, concernant les subventions, les marchés publics ou les délégations de services publics. Donc, une collectivité qui est sociétaire d'une SIC peut la subventionner, peut passer des marchés publics avec elle ou des délégations de services publics. Il va par contre falloir respecter quelques règles, en particulier que le représentant de la collectivité dans la SIC ne siège pas dans les commissions d'attribution de ces subventions ou marchés publics, et éviter donc qu'il y ait ce type de principe de conflit d'intérêts. Aujourd'hui, quand on regarde les 627 SIC en activité, on constate qu'il y a à peu près un tiers des SIC qui ont une ou plusieurs collectivités au capital. Ce sont essentiellement des communes ou des intercommunalités, et c'est souvent lié donc à un périmètre plus local. Alors, les SIC, les collectivités peuvent bien rentrer au capital des SIC, des SAS, mais exclusivement, si je ne m'abuse, des SAS comprises dans donc, la loi de transition énergétique, je réponds à la question qui m'est posée, et puis donc les collectivités peuvent bien entendu rentrer au capital de sociétés d'économie mixte, c'est même un outil qui leur est dédié, et là, elles doivent détenir par contre au minimum 51% du capital. Donc voilà pour la particularité des SIC et cette implication des collectivités au sein donc, de ces coopératives. N'oublions pas une petite particularité qui a été introduite par la loi sur les SIC en 2001, c'est la possibilité finalement dans le champ de l'économie sociale de passer d'une forme juridique à une autre. Et donc la particularité de pouvoir se transformer quand on est association en SIC ou quand on est société classique, SA, SARL ou SAS, de pouvoir se transformer en SIC directement. L'avantage, c'est que cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, ce qui veut dire que toutes les conventions, toutes les réglementations, tous les contrats de travail qui préexistaient sous la forme antérieure, association ou société commerciale, vont se maintenir lors de la transformation en SIC.
Voilà un avantage particulier, comme évoqué dans ce schéma. Le projet coopératif. Donc on a évoqué cette dimension coopérative à la différence finalement des SAS comme présenté avant, où c'est un droit en fait, c'est une possibilité de concevoir un SAS plutôt dans un profil coopératif en intégrant quelques dimensions particulières. Dans la SIC, on est bien une coopérative et donc on doit bien respecter un certain nombre de cadres dont on ne peut pas déroger du tout. En particulier, ce qui est assez intéressant donc, dans la SIC, je l'évoquais, cette dimension du multisociétariat, c'est ça qui va déterminer finalement la nature même de la SIC. Je parlais de société coopérative d'intérêt collectif. La loi précise même que la SIC, c'est la production de biens ou de services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale. L'utilité sociale dans la SIC et l'intérêt collectif, elle est traduite, elle est matérialisée par ce multisociétariat. Finalement, donc par l'implication de différents regards au sein de la même structure. Et donc, dans les statuts de la SIC, naturellement, on va devoir retrouver, et c'est une obligation d'ailleurs légale, une présentation de ce projet coopératif qui va à un moment donné simplement expliquer en quoi le multisociétarial est utile au projet et ce qu'il peut produire d'original. C'est-à-dire, grosso modo, pourquoi on se met en SIC et on répond à ces obligations légales en matière de sociétariat divers et qu'est-ce que ça apportera de plus à notre dynamique et à notre projet. Et on va le voir, cette description, cette présentation, c'est un élément de contrôle et de mesure essentiel pour les associés eux-mêmes, pour qu'ils comprennent l'intérêt d'être sous forme de SIC et l'intérêt d'être impliqués dans ce projet, et donc de pouvoir d'une manière ou d'une autre maintenir le lien avec la coopérative, parce que c'est une vraie question fondamentale, le maintien du lien avec le projet. Et puis contrôler aussi, évalué par le dirigeant même, lors de son rapport de gestion obligatoire dans toutes les formes commerciales. Mais dans la SIC, il prend une dimension un peu particulière parce qu'on lui rajoute cette évaluation du projet coopératif tous les ans. Et puis, comme je l'ai évoqué en introduction, tous les 5 ans par cette révision coopérative qui nécessite donc un contrôle par un tiers extérieur du respect des critères. J'espère que je suis clair jusqu'à présent. Si on passe donc à ces particularités, SIC, vous avez bien compris, Code du commerce, droit coopératif. Donc, la SIC peut adopter 3 formes commerciales possibles, la SARL, la SAS ou la SA. Et finalement, le choix entre ces 3 formes va dépendre de plusieurs éléments. D'abord, du nombre d'associés. Pour toutes, on a un minimum, c'est 3 associés. Mais il y a un maximum qui ne peut pas être dépassé quand on est une société à responsabilité limitée. Une SIC SARL ne peut pas avoir plus de 100 associés. Ce qui est le cas d'ailleurs pour toutes les SARL par ailleurs. Donc de fait, pour un projet qui pourrait avoir une envergure importante, avec un nombre de sociétaires important, la SARL à des moments peut paraître limitée. Donc premier élément de réflexion, ce niveau de sociétaire. Alors que comme vous le voyez, dans la SAS ou dans la SA, il y a un minimum d'associés, mais il n'y a pas de maximum. Autre élément qui peut amener aussi à se poser des questions sur le choix, c'est la question du capital minimum. Ça a été largement évoqué en introduction pour la SAS, où il n'y a pas de capital minimum, ce qui est le même cas pour les SARL. Par contre, dans les sociétés anonymes, il y a bien un capital minimum à constituer. Et dans le droit commun, c'est 37 000 €, alors que pour les coopératives anonymes, les coopératives donc SA, c'est 18 500 € qu'il faut réunir. Et puis, de la même manière, la question du commissaire aux comptes se pose donc dans la SARL ou dans la SAS selon des conditions à remplir, donc un certain seuil de chiffre d'affaires, un certain seuil de salariés, etc. Alors que dans la société anonyme, la présence d'un commissaire aux comptes est à chaque fois obligatoire. Alors, notons quand même une absence, c'est que les titres participatifs ne peuvent pas être utilisés sous la forme de société par action simplifiée. La différence fondamentale entre ce qui est une part sociale et un titre participatif, c'est que donc la part sociale, c'est bien un droit, l'achat d'une part sociale fait et acte le fait qu'on devienne donc sociétaire de la coopérative. Sociétaire veut dire donc je peux prendre part aux décisions en assemblée générale. Je deviens un membre comme les autres de la coopérative. Le titre participatif est donc avec une valeur nominale et une rémunération qu'on verra qui est limitée. Le titre participatif, là, est un outil financier qui est ouvert à des associés, mais également à des non-associés. Donc on n'est pas obligé d'être associé
pour émettre et pour prendre des titres participatifs dans une coopérative. Et ce titre participatif, c'est un contrat, il est rémunéré en accord avec donc la coopérative et l'apporteur de ces fameux titres. Et ils sont remboursés, ils peuvent être remboursés à la dynamique de la coopérative au bout de 7 ans. Alors que les parts sociales, vous voyez, l'initiative est forcément de l'associé. Donc il y a une grosse différence entre parts sociales et titres participatifs. Les parts sociales, toutes réunies, vont constituer le capital social de la SIC, qui sont donc des fonds propres, qui appartiennent à la coopérative, alors que les titres participatifs sont souvent jugés comme des quasi-fonds propres, puisqu'il y a des règles assez particulières, mais ce sont des outils financiers, des outils purement financiers. Autre élément, donc vous l'avez vu dans la différence qui peut amener à choisir entre différentes formes, c'est la question aussi de la gouvernance. La gouvernance, dans la SA, ça a été très bien évoqué avec la présence d'un président, personne physique ou personne morale. Dans la SARL, vous avez un gérant, obligatoirement personne physique, et dans la SA, vous avez différents types d'organisations. Jean, juste avant, il y avait une question sur la différence entre les parts sociales et les titres participatifs, et à savoir si les titres participatifs correspondaient à de la dette. Oui, alors c'est ce que je disais, c'est que les titres participatifs sont plutôt, et en général, considérés comme du quasi-fonds propre. Parce que la règle titre participatif, quand je décide d'acheter un titre participatif dans une coopérative, je m'engage au minimum avec cette coopérative sur une durée de 7 ans. Et le remboursement du titre participatif, donc des sommes que j'aurais apportées, sont à l'initiative de la coopérative. C'est la coopérative qui, à un moment donné, peut décider de rembourser. Et c'est à sa seule initiative. Donc, souvent, c'est un contrat, on va s'accorder sur le fait qu'on va rembourser, etc. Mais donc, souvent, c'est considéré par les autres, en fait, apporteurs de finances, donc des banques, etc. Ça va être souvent considéré comme du quasi-fonds propre et non de la dette, comme l'est le prêt. Voilà. Et ça correspond effectivement plutôt à des obligations, ce qu'on appelle des obligations, je n'ai plus le terme exact dans le droit privé, mais c'est l'équivalent de ça, attaché aux coopératives. Obligations convertibles. Oui, voilà. Obligation. C'est l'équivalent de ça. Ouais, oui. Voilà. Je ne m'attarde pas forcément sur cette dimension, donc après double qualité que je vous présente actuellement, mais c'était bien pour avoir ça en tête, cette dimension coopérative, c'est qu'à la fois on est associé potentiellement lié par un lien commercial, par un lien d'usage, par un lien de production avec la coopérative. C'est cette dimension de double qualité que vous avez certainement largement entendu quand on parle de coopérative, qui fait qu'on peut être donc dans ces deux tableaux, dans ces deux espaces, d'un côté celui qui est lié à la production, à la consommation, régi par un cadre plutôt, on va dire, hiérarchique, du droit du travail s'il y a salarié, donc avec un dirigeant qui a des responsabilités, et puis ensuite la place des consommateurs, de bénéficiaires, d'usagers ou de bénévoles. Et puis la seconde partie qui est elle plus liée à la vie coopérative, où là c'est le principe une personne égale une voix, où on réunit donc l'ensemble des associés en assemblée générale pour donner mandat aux dirigeants, approuver les comptes, adopter toute résolution stratégique qui lui serait soumise et modifier, si besoin, les statuts de la coopérative. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête. Alors on parlait de la question des résultats, et c'est une question quand même souvent importante qui se pose quand on retient également ce statut SIC, c'est la question de la rémunération possible de ce que les personnes ont apporté en capital social. Donc, lorsqu'une SIC fait des excédents, ce qu'on lui souhaite, puisque ça veut dire qu'il y a de la vitalité, de la dynamique, une majorité de ces excédents réalisés donc en fin d'année, excédent signifie les produits moins les charges, et excédent signifie excédent positif, sinon ce serait un déficit. Donc ces excédents vont être répartis selon une règle minimum requise pour toutes les SIC. Et cette règle, elle est affichée présentement. C'est-à-dire que lorsqu'il a des excédents, imaginons j'ai réalisé 100 € d'excédent, je dois obligatoirement mettre 15 € dans une réserve légale. Et puis, je dois mettre 42,5% encore, donc 42,5 € également en réserve, ce qui constitue au total que je dois mettre 57,5 € en réserve impartageable. On traduit ça donc en pourcentage, 57,5%. Ces sommes mises en réserve sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. On l'a dit au début, les SIC payent de l'impôt sur les sociétés, mais
elles payent de l'impôt sur les sociétés, et l'année d'après, en ADN, et l'année d'après, elles peuvent déduire les sommes qu'elles ont mis en réserve de l'impôt sur les sociétés qu'elles auraient dû payer au droit commun. Il reste donc une petite partie, 42,5, qui n'est quand même pas anodine, qui pourrait être distribuée et venir donc rémunérer les parts sociales. Cette rémunération des parts sociales est donc possible. Elle est limitée quand même par un taux, le taux moyen des obligations des entreprises privées, un taux fixé par l'État, qui est actuellement autour de 1%, et ce taux qui est majoré de 2 points. Donc ça veut dire 1%, le TMO, plus 2 points, donc soit une rémunération maximale par part sociale qui ne peut pas dépasser 3%. Donc, vous voyez bien, l'objet de la SIC, dès le début, c'était formalisé comme ça, c'est une structure à lucrativité limitée, et l'objectif principal de la SIC, c'est d'arriver à constituer et à développer un projet en commun. Petit chiffre, alors peut-être petit aspect que je n'ai pas indiqué et que je vais donc dire à l'oral, j'ai évoqué largement cette notion donc, de une personne égale une voix. Donc, dans la SIC, c'est bien la règle de base qui s'applique à toutes les SIC, un associé égale une voix, point. Quelle que soit donc la détention du capital de chaque personne. Par contre, il existe une règle quand il y a dans une SIC, ce qui peut être le cas, quand il y a un déséquilibre en nombre entre types d'associés. Imaginons peu de producteurs face à beaucoup de consommateurs et à quelques autres associés. Pour essayer de remettre de l'équilibre, justement, remettre un peu et réintégrer d'une personne égale une voix, il est possible d'utiliser une option qu'on appelle les collèges de vote. Cette option, les collèges de vote, c'est uniquement une règle de vote qui sera utilisée lors de l'Assemblée générale et qui permettra de donner un pourcentage de voix par type d'associé. On appellera donc des collèges de vote. On peut attribuer donc de 10% à 50% maximum des voix à un certain groupe d'associés. L'objectif ici est en fait de redonner de l'équilibre quand il y a justement un nombre d'associés différents, trop important, et qu'on veut quand même rester dans cette dynamique coopérative. Puisque l'objet, on l'a bien dit, on passe des sociétés commerciales classiques à la logique de maîtrise du pouvoir vis-à-vis du capital détenu, à la coopération, où là, la logique est l'équilibre du pouvoir, et donc complètement déconnecté du capital détenu par les personnes. Donc, voilà quelques données peut-être après pour conclure, puisque le temps a filé vite aussi. Donc, vous voyez un chiffre de SIC en nombre croissant, de plus en plus de SIC ce monde, en particulier depuis 2012, on a une explosion importante. Et aujourd'hui, on constate environ 39 000 sociétaires, 5 000 salariés. Sur le chiffre des sociétaires, notons quand même que le réseau Enercoop, en fin 2016, comptait à elle seule 15 000 sociétaires. C'est le réseau Enercoop en tant que tel et le premier réseau coopératif, le premier réseau SIC, en nombre de sociétaires, pas en nombre de salariés, puisqu'il y a d'autres SIC qui ont plus de salariés, mais en nombre de sociétaires, c'est vraiment une des structures importantes. Je parle des SIC, bien entendu. On parlait en introduction, la question a été posée pour faire le fil, donc y a-t-il des SIC SAS? Oui, il y en a même de plus en plus, donc à partir de la loi 2014. Aujourd'hui, sur les 627 SIC en activité, on compte environ 19% des SIC qui sont sous forme SAS. La majorité quand même adopte celle de SARL qui est, on va dire, un peu plus légère, un peu plus simple à organiser et dans lequel en fait les cadres, les responsabilités sont un peu plus claires et précises. L'origine de création des SIC est assez diverse, mais majoritairement ce sont des créations ex nihilo, donc ça veut dire on part de rien et on crée une société. Alors peut-être intéressant de noter les domaines d'activité aujourd'hui des SIC, puisqu'il y a donc des SIC dans tout domaine d'activité, il n'y a pas de réserve particulière, et en particulier dans le champ des énergies renouvelables, de la production d'énergie ou de la fourniture d'électricité, on a effectivement de plus en plus de coopératives de projets qui se montent sous forme de coopératives, et d'autres qui se questionnent encore aujourd'hui sur l'intérêt ou pas de choisir la forme SIC comparée à la forme SAS. Et ça va être justement, je pense, l'occasion de notre échange. Voilà un petit peu une carte pour conclure. J'essaie de regarder sur le fil si j'ai répondu à toutes vos questions. Donc concernant la répartition des résultats, est-ce que ça se passe comment ça se passe pour la SAS? Effectivement, dans la SAS, c'est une liberté complète. La loi autorise ça. Donc après, il peut y avoir des règles statutaires propres à la SAS que vous montez et qui seraient donc vos règles propres. Des différences fondamentales à avoir en tête, c'est que dans le cadre des SIC, il y a beaucoup de règles
qui ne sont pas des règles statutaires, donc qui pourraient être modifiées par les statuts, mais qui sont bien des règles liées à la loi générale. Et donc on respecte un cadre légal général. Et puis la possibilité de recourir à des collèges de vote est ouverte, quelle que soit la forme de la SIC, exactement, qu'on soit donc SIC SARL, SIC SA ou SIC SAS, peu importe. La question est possible. L'option collège de vote est liée non pas à la forme commerciale, mais bien rattachée à la loi de 2001, donc sur les SIC. Vous voyez, donc c'est bien la compréhension toujours de cette jonction entre le droit commercial et le droit coopératif. Voilà. Alors Jean, nous on avait des questions là qui ont défilé un peu dans le fil, qui concernaient plus les SAS, donc je les relaye tout de suite à Jean-Éric, et puis après je pense qu'il serait peut-être intéressant de discuter un peu de comment choisir finalement un statut, quels sont les avantages, les inconvénients, que vous en discutiez librement. Donc on avait notamment des collectivités locales ou territoriales qui nous demandaient si des élus peuvent être présidents de SAS et quels risques ça représente. En quelques mots, Jean-Éric. Alors oui, des élus peuvent être présidents de SAS. Seulement, oui, il y a des risques. Alors tout dépend de l'objet social de la société. Là, comme on est sur des sociétés qui ont pour objet de porter des projets d'énergie renouvelable, effectivement là il faut commencer à mettre des warnings et des voyants rouges, sinon orange plutôt, sinon rouge. Une règle de base pour éviter tout conflit d'intérêts ou tout abus de position. Il faut impérativement que l'élu qui serait par ailleurs président d'une SAS participe au vote lors des conseils municipaux qui pourraient impacter justement cette société. Donc en gros, c'est vraiment systématiquement, dès lors que l'élu aurait intérêt dans une décision via la société qui dirige, il devrait se mettre immédiatement et systématiquement en retrait. Alors effectivement, c'est toujours très compliqué, donc à manier avec beaucoup de pincettes. L'idée, plutôt que ce soit l'élu qui soit directement président de cette SAS, le mieux ce serait d'avoir une représentation, c'est-à-dire qu'il ait un mandat de la collectivité pour représenter la collectivité au sein de la société, pas directement en tant que président. Et même dans ces conditions-là, il faudra respecter la règle du retrait lors des décisions. Sans compter qu'il y a toutes les questions de droit public, de droit de la commande publique et de respect obligatoire de la mise en concurrence, si bien sûr on est au-dessus des seuils. Et peut-être parler à ce moment-là du véhicule rapidement du véhicule SEM, mais ça fera peut-être plus l'objet de... Alors sur les SEM, c'est un petit peu différent parce que là, l'initiative, elle est des collectivités et que là, on a une majorité de collectivités. Alors effectivement, c'est des sociétés commerciales, mais là, pour le coup, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le même objectif, le même objet social. Une SEM, c'est pas forcément, même quand c'est créé pour porter des projets, c'est pas créé pour porter un projet d'énergie renouvelable. Et j'en profite pour faire un petit rappel sur ce que je disais effectivement tout à l'heure quand je parlais du capital social par rapport au capitaux propres et que je disais que le fait d'être capital variable, c'était quand même plus facile par rapport à la règle là, de la moitié des capitaux du capital social. C'est parce qu'effectivement on a plus de flexibilité, mais c'est dans cette optique dans la mesure où on porte un projet avec plusieurs actionnaires, pas forcément dans une optique où on a une société, parce que là je vois que c'était la SIC, la coopérative Enercop, la PACA qui réagissait sur cette question-là. Effectivement, quand on est une activité commerciale, il faut bien veiller à pas passer en deçà de ce seuil. En revanche, effectivement, le fait d'être capital variable, quand il y a peu d'actionnaires et qu'on ne fait que on va dire, porter un projet et utiliser cette SAS comme un véhicule juridique, effectivement, là, on a un peu plus de flexibilité. On peut envisager qu'un tel ou un tel revende ses actions, comme on a vu certaines. Voilà, il y a plus de possibilités. Alors, ça tombe bien que tu parles du capital parce qu'il y avait deux questions qui avaient attrait à ça. Est-ce que les apports en industrie peuvent pas basculer dans le capital social? Alors, les apports en industrie, ils profitent effectivement à la société, mais ils augmentent pas le capital social. C'est-à-dire que c'est pas la valeur de l'apport en industrie
qui est converti en valeur numéraire sur le capital social. Alors effectivement, c'est chiffré, mais ça ne demande pas le capital social. En revanche, ça donne lieu à la personne qui fait un apport en industrie, reçoit en échange des actions et a bien sûr droit de vote dans la SAS. Ok, et bon, il y a une question un peu plus compliquée, enfin, à laquelle il est un peu plus compliqué de répondre. Est-ce qu'il existe un niveau de capital qui serait comment dire, souhaitable pour les projets citoyens? Alors, bon, je connais, enfin, si je dis non, ça dépend du projet, je pense que j'ai partiellement répondu à la question, mais je pense que pour un gros projet éolien, c'est clair qu'il faut certainement un capital plus important pour pouvoir lever de la dette après à hauteur, et pour un projet PV, peut-être un peu moins, parce que tout dépend de l'investissement finalement. Voilà, alors tout dépend de l'investissement, tout dépend du stade du projet, pardon. Si on est vraiment disons à une phase de développement très très antérieure, vraiment le montant du capital social, dans la mesure où c'est une SAS et où il n'y a pas forcément besoin d'un capital minimum, on peut partir avec un capital social qui n'est pas forcément élevé et qui correspond pas forcément au montant de l'investissement qui sera nécessaire. Donc, cette question, on ne peut pas forcément répondre. Est-ce qu'il y a un niveau? Non, il n'y a pas de niveau préétabli. Ce niveau de capital propre, il s'établit vraiment en fonction du projet au fur et à mesure. Une fois qu'on a fait le développement, bon, ben voilà, c'est à ce moment-là que vraiment on peut se poser la question. Globalement, le ratio qui est quand même important, alors pour les projets, on va dire les plus rentables, les plus bankable, on va dire, ça va être du 80-20, donc 20% de fonds propres. Pour les projets un petit peu moins bankable, entre guillemets, il faut un petit peu plus, on va dire 35-40%. Voilà. Mais c'est pas un obstacle, c'est-à-dire on n'est pas obligé de se dire il faut que j'attende d'avoir mes 40% de fonds propres pour de capital social en capital social par rapport à l'investissement pour créer ma société. Je peux créer ma société avec 10 000 euros de capital social, voire même 100 euros, voire même 1 000 euros. Voilà, c'est pas par rapport à ça qu'il faut se bloquer. Et puis surtout, il y a d'autres possibilités d'intervention. C'est-à-dire que on peut avoir un capital social qui est de temps, prévoir des augmentations de capital par la suite, prévoir des émissions d'actions avec une prime d'émission qui vont faire qu'au final le capital social sera plus important. Donc voilà, c'est tout un aspect financement. Sur l'aspect financement, justement, on n'est pas trop revenu, mais globalement, hein, et c'est valable aussi pour les SIC SAS, il y a plusieurs modes de financement. Hein. Il y a d'abord l'autofinancement, c'est-à-dire qui est basé sur nos recettes, et à partir de nos recettes, eh ben, effectivement, on va faire de nouveaux investissements. Il y a le financement qu'on va pouvoir obtenir à partir des actions, donc tout ce qui est émission d'actions, émission avec prime, incorporation de dette. Et puis, il y a le recours à l'endettement. Donc, l'endettement, on va dire direct, on sent directement appel à l'épargne via les obligations, via les titres participatifs qu'évoquait Jean tout à l'heure, ou alors l'endettement via un intermédiaire, c'est-à-dire le financement bancaire classique. Alors là, je ne sais pas si tu avais vu cette question, Jean, à propos de la possibilité de recourir à des collèges de voix sous la forme de SIC. Oui. Est-ce que tu... Oui. J'ai répondu en fait à la fin en disant que c'était pas la forme commerciale SARL, SA ou SAS qui permettait le recours à ça, mais c'était bien la loi sur les SIC. Donc toute SIC, qu'elle soit SA, SARL ou SAS, pouvait utiliser l'option collège de vote. Voilà, on a bien compris que, enfin moi qui suis novice, hein, j'ai bien compris que entre une SAS et une SIC, finalement, il y avait deux points qui sont particuliers, c'est la gouvernance et le partage de la valeur. Sachant qu'avec une SAS, on peut très bien faire finalement ce que fait une SIC. Hein, voilà, une SIC, elle oblige la SAS à faire comme ça, voilà, selon des règles précises. Est-ce que ce qu'on peut faire, dire comme ça, à la limite, on peut reprendre point par point. On va essayer de prendre quelques thèmes et puis on peut essayer de faire un petit peu une comparaison. Alors ça fera peut-être un petit peu de redite, mais ça permet aussi de
de résumer le propos. Déjà sur le thème de la philosophie. Jean, tu l'as déjà bien abordé tout à l'heure, mais c'est effectivement deux philosophies différentes selon qu'on soit sous forme coopérative ou sous forme commerciale pure. Il y a vraiment deux logiques différentes. Sous la forme commerciale pure, on peut effectivement se dire, bon, bah, la logique, ça va être peut-être la rapidité, la distribution des dividendes, tandis que sur une logique coopérative, et je te laisse compléter, Jean, il y a plus une logique de partage des richesses, partage de la ressource, sans forcément une redistribution massive. Quand bien même dans la SIC, dans la SAS, pardon, dans une forme commerciale pure, on peut très bien s'imposer de mettre 42% de réserve. Mais c'est pas forcément l'objet de la SAS. Et généralement, quand on choisit de prendre une SAS, c'est pas forcément pour mettre 42% en réserve. Donc sur la philosophie générale entre une société coopérative et une SAS, qu'est-ce que tu en penses, Jean? Est-ce que tu complètes, tu valides mes propos? Ouais, oui, je pense que c'est tout, enfin, c'est tout à fait ça, hein. C'est vrai qu'il y a cette dimension financière, hein, et je ne porte moi aucun jugement de valeur sur la question de la recherche aussi de rémunération ou de retour sur investissement. Mais de fait, comme il y a des limitations qui sont prévues par la SIC, et comme l'a très bien dit Jean-Éric, c'est des limitations qui sont légales, hein, donc qui sont imposées à la SIC de manière enfin, concrète et obligatoire. C'est pas des éléments statutaires qui peuvent être modifiés en fonction de la vie de la structure. C'est une question qui est sur la table. Et puis, dans le sens, il y a cette notion coopérative. Coopérer, gérer une société et organiser une société en entretenant ce qu'on appelle donc l'affectio societatis, hein, faire société, en donnant à chacun une place, en reconnaissant à chacun une place, en ne donnant pas une prédominance à l'un ou à l'autre vis-à-vis de son apport, bah, c'est une question effectivement qui est importante aussi à être posée. Puisque là, on ne détermine plus l'intérêt que les uns ou les autres soient présents par rapport au chéquier qu'ils ont, mais par rapport au fait qu'ils sont importants au projet d'une manière ou d'une autre. Financièrement certainement, mais pas que. Donc on donne une dimension quand même assez particulière et différente. Et puis, je pense que ça a été très bien dit aussi par Julien, c'est la différence fondamentale, c'est que d'un côté, on a un statut SAS où on peut faire beaucoup de choses. Et on peut, et c'est très bien justement, on peut imaginer beaucoup de modalités, on peut appliquer finalement effectivement pas mal d'aspects coopératifs, d'ailleurs pas que SIC, on peut appliquer beaucoup d'aspects coopératifs. Dans la SIC, c'est pas simplement on peut, c'est on doit. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères, de règles à respecter au minimum et sur lesquels on ne peut pas déroger et sur lesquels on ne pourra pas modifier au fil de la vie de la coopérative. Par contre, l'avantage effectivement de ces deux formes, enfin de la SAS et de la SIC, mais j'ai envie de dire même SIC SARL, SIC SA ou SIC SAS, c'est d'une certaine manière cette capacité à évoluer. Voilà, capacité à évoluer avec le temps, à la fois en nombre d'associés, etc., mais capacité aussi voilà, d'évoluer en fonction des besoins du territoire, du projet. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans la philosophie, effectivement, cette dimension coopérative, elle n'est pas anodine, hein, elle est essentielle. Mais finalement, voilà, tu t'insistes bien sur le fait, dans la coopérative, c'est on doit, dans la SAS, c'est on peut. Donc voilà, c'est cette notion, le on doit, c'est coopératif, et dans la SAS, on peut, bah, finalement, on a une assez grande liberté de ce côté-là. Un autre point aussi qui est important pour faire un petit peu le choix entre plutôt une SIC SAS ou tout simplement une SAS, c'est au niveau des participations. Alors dans les SIG, donc tout à l'heure tu relevais qu'effectivement il y avait on était déjà obligé d'avoir plusieurs types de participants. On pouvait également faire intervenir des collectivités territoriales. Et tu as aussi très justement souligné que c'était également possible dans les SAS. Effectivement, là, depuis la loi de la transition énergétique, qui justement a modifié le code de l'énergie, donc c'est le L314-28, qui permet justement aux collectivités territoriales d'intervenir au capital de sociétés anonymes, mais, comme l'a rappelé Jean tout à l'heure, uniquement si c'est société par action simplifiée, pardon, j'ai dit société anonyme, mais c'est parce que c'est aux sociétés anonymes et aux sociétés par action simplifiée, mais uniquement si ces sociétés-là ont pour objet de porter un projet d'énergie renouvelable. Donc là, on est vraiment au cœur de la question, mais il faut bien avoir cette condition-là à l'esprit. Et donc, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on peut effectivement avoir des collectivités au capital d'une société par action simplifiée, comme au capital d'une SIC,
SAS, SARL ou SA. Avec cette différence que pour les sociétés commerciales, donc SA ou SAS, le législateur n'a pas défini de plan de maximum. C'est-à-dire que pour les SIC, on sait que c'est un maximum de 51%. Pour les SAS, il n'y a pas eu de définition. Alors, oubli du législateur ou volonté d'être assez souple pour ensuite préciser, on peut pas le dire. La seule chose qu'on sait, c'est que finalement, concrètement, ce qui se passe, c'est que même pour les SAS, même s'il n'y a pas de seuil qui est indiqué, la participation de la collectivité, elle se limite finalement à 51%. Au-delà, on bascule dans un modèle type société d'économie mixte. Et donc, finalement, on peut considérer que, comme pour la SIC, il y a un maximum de 50%. Au-delà, on a une majorité de collectivités et donc le régime des entreprises publiques. Donc, sur la participation, finalement, on se retrouve également avec des possibilités qui sont similaires. Par contre, en revanche, on a toujours ce choix qui est politique et qui dépendra uniquement de vous, hein, des porteurs de projets, des fondateurs, qui est un choix: est-ce qu'on fait quelque chose de coopératif, vraiment coopératif, ou est-ce qu'on fait quelque chose d'un petit peu plus souple où on peut s'imposer des règles coopératives, mais tout en se laissant la possibilité Est-ce voilà, que de faire évoluer. Moi, j'ai une question. Alors, je passe un peu devant François là, qui a une question aussi. Je vais la relayer juste après. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question par rapport à la maturité du projet? Est-ce que au début, il faut tout, par exemple, je voyais, il faut 3 associés minimum pour faire une SIC. Il n'y a pas de minimum pour faire une SAS. C'est bien ce que j'ai compris. Est-ce que du coup, pour basculer en SIC, est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à attendre une certaine maturité du projet? Je vais peut-être laisser Jean répondre, mais alors, je suis pas sûr. Je sais pas ce que t'en penses, Jean, mais je crois que c'est une question de maturité du projet. Tout dépend du projet, mais c'est vrai que il y en a certains qui auront enfin, comme je le dis, hein, quand on accompagne la constitution de SIC, hein, quel que soit leur domaine d'activité, les deux questions fondamentales que l'on pose, c'est la réalisation d'une activité économique, hein, et donc l'existence d'un plan d'affaires qui quand même permette l'existence et la pérennité de la structure, ça c'est d'un côté, et deux, c'est cette question du périmètre des associés. Si à un moment donné, soit on a l'absence d'associés divers, hein, et donc de la dynamique du multisociétariat, de fait, effectivement, on n'est pas à ce stade-là prêt à être sous forme de SIC. Donc là, il y a une question potentiellement de maturité et d'accueil au fur et à mesure de nouveaux sociétaires au fil de la structure, de la vie de la structure qui à terme pourrait se transformer en SIC. Ça, ce serait effectivement une question. On peut aussi avoir le cas où on a vraiment la présence de sociétaires différents et qui se projettent les uns et les autres dans un vrai intérêt collectif. Et donc là, on peut de toute façon se constituer directement sous forme de SIC SAS. Parce que de toute façon, les règles, les aspects, on va dire, réglementaires, l'existence de statut, l'enregistrement au tribunal, ne diffèrent pas. Donc ça va vraiment dépendre de cette composition. Pour moi, l'élément essentiel pour pouvoir partir en SIC à un moment donné, c'est l'existence déjà du multisociétariat, et 2, l'existence d'une dynamique autour de ce multisociétariat. C'est sûr que si ces aspects-là ne sont pas encore là, ou vraiment très limités, il faut peut-être se laisser un peu plus de temps. Si par contre ils sont là et que de fait, forcément, ils vont devoir évoluer, ils vont devoir maturer, on peut déjà partir sous forme de SIC, puisqu'il y a beaucoup de SIC qui sont constitués qui n'avaient pas forcément envisagé tout ce qui allait se passer, toutes les productions, toutes les inventivités nouvelles qu'il pouvait y avoir, par le fait justement d'impliquer des associés différents. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas une règle stricte. Ça va vraiment dépendre de la manière dont se sent le projet. Voilà, ça dépend du projet, vraiment de la jeunesse du projet, de ce qu'on envisage du projet. Après, il faut avoir les règles de base. Effectivement, on sait que pour une SIC, il faut 3 collèges d'associés, il faut au moins un salarié. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut porter qu'un seul projet? Est-ce que finalement, ce qu'on cherche, c'est uniquement un véhicule juridique et là, la SAS serait peut-être plus indiquée? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus global où on veut faire, on a des projets autour de ce seul projet? Est-ce que c'est pas simplement créer une centrale PV, c'est créer une centrale, puis en créer 2, autour de cette centrale, faire une activité d'information. Là, la SIC devient pertinente.
tout en sachant qu'on peut faire exactement la même chose avec la SAS. Mais voilà, c'est vraiment une question de projet, une question de conception. Là, ça dépend vraiment uniquement du projet et de ses porteurs. Alors là, on était dans le très général, on va aller dans le très particulier. On a une question de François à propos de la différence entre des titres participatifs et des comptes courants d'associés. Alors les comptes courants d'associés, en plus Jean l'a dit tout à l'heure déjà, c'est les titres participatifs, c'est pas pour uniquement pour les associés, tandis que les comptes courants d'associés, c'est uniquement dès lors qu'on est associé de la société. Il faut avoir en plus au moins 5% du capital social, détenir au moins 5% du capital social pour pouvoir faire du prêt via un compte courant d'associé. Et puis la rémunération du compte courant d'associé est plus libre, c'est-à-dire que c'est un contrat entre l'associé et la société. La rémunération dite participative est un petit peu différente. Alors c'est toujours un contrat entre la personne qui va souscrire le titre et la société. En revanche, il est un petit peu plus encadré puisque il y a une partie variable, une partie fixe. Voilà, une partie fixe qui est déterminée donc librement, on va dire, et une partie variable qui va dépendre un petit peu de l'activité de la société. C'est pas un petit peu, c'est une partie, pour faire simple, hein. La partie variable, elle dépend de l'activité de la société. Alors, une autre question là qui s'adresse plus à toi, Jean. À quoi sont utilisés en général donc les 57,5% de réserve sur les bénéfices et qu'est-ce qu'il en advient en cas de dissolution? Donc l'idée est bien de dire qu'elles sont impartageables, donc ces sommes peuvent librement être utilisées. D'abord, en premier lieu, ça constitue des fonds propres, hein, donc des fonds qui appartiennent à la coopérative, hein, les fameux capitaux propres dont on parlait tout à l'heure, qui sont constitués du capital social et y compris de toutes ces réserves qui peuvent être constituées au fur et à mesure de la vie de la coopérative. Donc ça constitue quand même des moyens intéressants et importants qui peuvent donner déjà en premier lieu une image solide de la structure et donc même lui permettre à des moments de s'endetter parce qu'elle a des réserves et donc elle a une forme de sécurité. Et puis par ailleurs, ensuite, ça pourrait être utilisé de toute manière utilisable par le dirigeant dans le cadre du respect de l'objet social de la structure et pour donc gérer sa trésorerie, acheter du matériel, voilà, toute possibilité. La seule condition, hein, c'est bien qu'elles ne sont jamais partageables, hein, ça c'est bien une idée claire, et que de toute façon, leurs valeurs dans donc le bilan sont bien inscrites, elles sont bien existantes et elles ne changeront pas. D'accord, c'est après sur les comptes en banque qu'on peut jouer avec ces sommes. En cas de dissolution, finalement, la dissolution de la SIG va se passer un peu comme toute autre société commerciale, et c'est sur la fin que ça va pouvoir différer. C'est d'abord, on va rembourser, dès qu'on est en liquidation, on va rembourser toutes les dettes qu'on peut avoir, et avec un ordre de priorité, l'URSSAF, les cotisations patronales, salariales, etc. Bien entendu, rémunérer les salariés, bon voilà, rembourser éventuellement, donc s'il y a encore des fonds après le remboursement des dettes, rembourser les apporteurs de capitaux, hein, donc les sociétaires, selon la valeur nominale de la part sociale, hein, donc la valeur de départ. Et puis imaginons, il reste encore des sommes, vous voyez de manière indistincte, hein, les réserves impartageables sont ici, et si à la fin il restait encore des sommes, après le remboursement des sociétaires et donc de leur rapport en capital, ces sommes vont alors enrichir ce qu'on appellerait un boni de liquidation. Et là, c'est la loi sur les coopératives. Et là, toutes les coopératives confondues sont appliquées et doivent appliquer ça. Ce boni de liquidation ne peut pas venir rémunérer les sociétaires. Et donc, va venir, au contraire, être distribué à d'autres formes de l'économie sociale, associations, coopératives, sous forme finalement de dons. Donc c'est une question importante aussi, et ça revient vraiment à cette logique de départ qu'on disait, hein, la SIC est un projet pour un projet collectif, hein, et à cette vocation-là, et comme d'ailleurs les autres formes coopératives, dès leur source et leur histoire, et donc ce boni de liquidation peut servir le développement d'autres projets collectifs. Il ne viendra pas servir les intérêts particuliers. Jean, excuse-moi, il nous reste 6 minutes hein, pour traiter encore quelques questions. Je vois qu'il y en a encore une qui concernait plus spécifiquement les SIC. Est-ce que la révision coopérative quinquennale, c'est pas finalement un obstacle à la mise en SIC? Non, je pense pas. Enfin, je pense que la plupart des gens qui se mettent en SIC aujourd'hui ont bien conscience de ce qu'est la révision coopérative. Donc, je le rappelle, à une obligation tous les 5 ans d'avoir un réviseur qui vienne voir si on respecte finalement les critères de la vie coopérative. Et à mon avis, c'est un élément essentiel de
comment dire, de la transparence, mais aussi du dynamisme de la coopérative. C'est à un moment donné un contrôle sur un élément essentiel qui est la vie coopérative. Et ça renvoie à cette question, hein, choisir ou pas le statut SIC par rapport à d'autres statuts. La révision coopérative, c'est le PAC, c'est un PAC. Les SIC sont obligatoirement soumis à cette révision coopérative tous les 5 ans. C'est au contraire quelque chose souvent qui est utile, qui peut reposer des questions fondamentales sur le projet coopératif, sur la manière dont les gens sont impliqués, et donc des fois va amener à réactiver le projet coopératif en se disant qu'un projet coopératif, c'est pas simplement quelque chose de principe qu'on a inscrit dans les statuts, mais qu'en tant que tel, c'est aussi un atout économique, que c'est un atout financier. Hein, quand on a besoin de sous, vers qui on se tourne en premier? Ben, finalement, vers les gens qui sont là, les gens qui sont présents, les gens à qui ont un attachement au projet. Donc ce projet coopératif, il n'est pas anodin, il n'est pas inutile. Et donc cette révision coopérative, c'est bien voir si justement il y a une réelle dynamique dans la révision coopérative. Donc je ne pense pas que ce soit un frein. Peut-être que certains le vivent comme un frein ou comme un impôt coopératif, mais ça après c'est... Voilà. Après aussi, ça dépend aussi un petit peu la qualification d'atout, ça dépend un petit peu aussi du projet. C'est vrai qu'effectivement, vers qui on se retourne en premier, vers les associés, bon, ça dépend, voilà, ça dépend du projet, on peut avoir besoin d'avoir recours plus à de Oui, non, bien sûr. Alors, il y avait deux questions. De manière générale, voilà, l'intérêt d'un projet coopératif. Il y avait deux questions qui me paraissaient un peu liées là sur le timing des projets. Donc il y a nos collègues là d'énergie partagée là qui suivent aussi le webinaire, donc qui nous demandent si finalement c'est pas plus facile. Qu'est-ce qui est le plus facile pour transformer une asso de préfiguration? En fait, est-ce que c'est plus facile de la transformer en SIC ou en SAS? Puis après, il y a Marianne qui pose la question, est-ce que dans le cadre d'un projet qui est contraint par le temps pour répondre aux AO, aux appels d'offres donc de la Creux, etc., est-ce que il est plus souhaitable aussi de créer une SAS par rapport à une SIC? Si j'ai bien compris les deux questions. Alors, pour transformer déjà une association en SIC ou en SAS, je pense que c'est plus des contraintes de création de la SIC et des contraintes de création de la SAS. Ça répond aussi un peu à la question de Marianne. Créer une SAS, ça va vite. Créer une SIC, je pense que c'est peut-être un petit peu plus long. Jean, je te laisse confirmer. Finalement, le timing, il est évoqué un peu plus haut par rapport à cette dimension projet coopératif. C'est-à-dire que un collectif, qu'il soit sous forme associative ou qu'il soit collectif informel, qui est clairement existant, qui se reconnaît les uns les autres avec des différences, avec des particularités, peut facilement, quand il est association, se transformer en SIC, le faire rapidement parce qu'il a déjà une préexistence, il sait déjà ce qu'il veut faire, il a déjà déterminé son projet, et donc que ça soit transformé en SIC, SAS ou SIC autre ou SAS, l'aspect réglementaire n'est pas forcément quelque chose de long et ne prendra pas plus de temps pour l'un ou pour l'autre. Par contre, vous voyez bien, j'ai dit, s'il y a l'existence de ce collectif, de cette reconnaissance de diversité. C'est sûr que s'il n'y a pas ça, et que la diversité des sociétaires n'est pas encore là, que c'est quelque chose à construire, que c'est une réflexion, etc., forcément, là, ça va prendre du temps. Vous voyez, la question du temps, elle n'est pas liée à la question du statut, donc du statut SIC ou d'autres statuts. Elle est liée, est-ce que la manière dont on conçoit notre projet rentre rapidement et facilement dans le cadre légal de tel statut, ou est-ce qu'on a encore besoin de temps avant de s'y projeter et de s'y mettre? Et donc, dans le cas de la SIC qui oblige certains critères, il faut des fois prendre un peu plus de temps. Ouais, donc là, pour répondre à l'appel d'offres Creux, si toutes les conditions évoquées par Jean ne sont pas déjà prêtes en amont, vaut mieux s'orienter vers la SAS. Et juste encore une toute petite question, il nous reste 1 minute. Hein, et donc il y avait une question là au préalable sur les CIERC. Donc je pense que c'est ce qui effectivement correspond au CIGAL. Donc la question c'était vaut-il mieux commencer par un CIERC qui investira dans une SAS? Peut-on sauter l'étape CIERC, aller directement à la SAS? Bah, là, pareil, club d'investissement. Je vais tenter de dire si on a déjà les investisseurs sur le projet et qu'on est à peu près sûr du projet, je pense qu'on peut faire l'économie du CIERC. Alors, quel bagage minimum je voyais pour une SAS version minimaliste et provisoire? Un code de commerce. Un code du commerce. Assister à une des formations, des 4 formations que tu vas faire partout en France. Et en fait, c'est plus une bonne compréhension des outils. Une fois qu'on a compris un petit peu le mécanisme de la SAS,
son objet, la façon dont elle est malléable, euh, ça vient assez facilement. La SAS, je veux dire, il y a pas de, il y a quelques éléments à avoir en tête. Il faut au début un petit peu manier le code de commerce, mais voilà, c'est rien de particulièrement impossible à faire. À la base, justement, ça a été créé pour que ce soit le plus simple possible et le plus rapide possible à faire. Jusqu'à présent, quand on avait envie de faire quelque chose de vraiment sur mesure, on faisait quelque chose d'extra statutaire, c'est-à-dire qu'on faisait à côté des pactes d'actionnaires. Alors, le pacte d'actionnaire existe toujours avec la SAS, mais voilà, on a quelque chose qui est plus malléable, qui dès le départ permet de poser certaines règles, certaines conditions, la façon dont on va gérer la gouvernance, la façon dont on va gérer le capital, la façon dont on va prendre les décisions. Et finalement, la SAS, c'est un véhicule, c'est vraiment, c'est un portage, c'est un outil, c'est un outil plus que la SIC qui doit se définir plus comme un projet, quelque chose qu'on construit ensemble. La SAS, finalement, c'est plus l'outil dont on va se servir pour mener à bien son projet. Et cet outil, ben, on peut le tailler sur mesure. C'est un peu un costume sur mesure. Après, la SIC, c'est un petit peu plus du prêt-à-porter avec, on va dire, des règles particulières qu'on doit impérativement respecter. Mais dans l'absolu, voilà, l'idée, le bagage minimum, c'est voilà, un petit peu d'entraînement, une bonne notion des différentes clauses qu'on peut utiliser, qu'on peut pas utiliser, savoir les règles qu'on doit retrouver dans le code du commerce. Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est les règles des sociétés anonymes amputées d'une bonne partie de leurs règles. Mais voilà, ça, avec un petit peu d'entraînement, ça se fait très facilement. Par contre, ce qu'il faut pas négliger, c'est le temps qu'on passe sur les statuts, si vraiment ben, on n'a jamais fait avant, ou si on part de statut type, ou même pire encore, si on part d'une feuille blanche. Voilà, il faut pas pas négliger le temps de rédaction des statuts et le temps de préparation du projet, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et pourquoi, enfin, pas pour combien de temps, mais en tout cas, avoir un minimum de visibilité. Voilà. Je vois d'autres questions qui arrivent je vais peut-être en frustrer quelques-uns, mais vous comprenez bien qu'en 1 heure et demie, il est impossible de faire le tour de cette question-là. Je voudrais vraiment remercier Jean, qui au pied levé est venu nous faire vraiment une belle présentation sur les sites, démystifier aussi un peu le recours à cette forme finalement, à ce véhicule, montrer que c'est possible, qu'il faut vraiment, c'est la force du projet. Voilà. Et à côté, on a Jean-Éric qui nous a présenté finalement la simplicité, plus de simplicité peut-être, mais on voit bien que les deux sont tout à fait compatibles, qu'on peut passer d'une SAS à une SIC SAS facilement. Tout dépend de comment est structuré tout ça. Je voudrais remercier tous nos participants. On a eu 140 inscrits sur ce webinaire. N'hésitez pas à vous renseigner sur les journées de formation. Je crois qu'elles ne sont pas trop pour faire vraiment le tour de la question. Je voudrais remercier bien sûr Jean-Éric qui a passé du temps pour préparer tout ça. Et vous dire donc rendez-vous à demain, notamment pour ceux qui veulent se renseigner sur le matériel éolien. On recommence un webinaire dès demain. Donc merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous en tout cas pour l'accueil et bonne organisation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.